Si vous travaillez au Vietnam et que vous faites des recherches sur des ressources génétiques de ce pays, cette petite vidéo vous intéressera certainement. Je vais vous expliquer comment respecter les lois de ce pays en matière d'APA, c'est-à-dire en matière d'accès aux ressources génétiques et de partage des avantages qui découlent de cet accès. Accès et partage des avantages, donc, en abrégé APA et en anglais ABS pour Access and Benefit Sharing. Un petit rappel historique faisant toujours du bien, il faut que vous sachiez que les APA sont le résultat de grandes négociations internationales pour que les échanges de ressources génétiques à travers le monde soient un peu plus équitables qu'aux périodes coloniales. Ces accords ont abouti lors du sommet de la Terre à Rio en 1992 à la signature de la Convention sur la diversité biologique, la CDB, qui met en place quelques principes de justice assez simples. Les ressources génétiques relèvent des souverainetés nationales et pour y accéder, il faut négocier avec les États et les pourvoyeurs de la ressource un consentement préalable informé, CPI, ainsi qu'un accord de partage des avantages, APA. Il revient bien sûr à chaque État de développer ou pas les règles d'accès et de partage des avantages qui lui conviennent, à condition toutefois que ces règles visent sur le fond à ne pas entraver l'accès aux ressources génétiques, mais au contraire en faciliter la mise en valeur pour que les bénéfices qui en découlent puissent être consacrés à la conservation de ces ressources, notamment, chaque fois que c'est possible, en aidant les populations locales à conserver leurs ressources biologiques locales. Ces beaux principes n'ont pas été suivis de beaucoup d'effets, et donc en 2010, la Convention sur la diversité biologique a tenté de renforcer ces mécanismes en mettant en place le fameux protocole de Nagoya lors de la COP10, c'est-à-dire lors de la 10e conférence des parties, des membres si vous préférez, de la Convention sur la diversité biologique. En fait, le protocole de Nagoya de 2010 est la poursuite de ce que prévoyait déjà la Convention sur la diversité biologique, mais en tentant de mettre en place des mécanismes beaucoup plus contraignants. Alors, pourquoi est-ce important de savoir cela au Vietnam? Tout simplement parce que les principales dispositions APA ont été rédigées en 2008 dans la loi sur la biodiversité en s'appuyant sur les dispositions de la Convention sur la diversité biologique. Par contre, le principal décret de la mise en place de cette loi en 2017 a été rédigé après que le Vietnam soit devenu membre du protocole de Nagoya en 2014 et il met donc en place certaines nouveautés du protocole de Nagoya. La prochaine vidéo à propos des APA au Vietnam présente essentiellement ce dernier décret de 2017 car c'est aujourd'hui le texte auquel il faut se référer pour vos demandes d'accès à des ressources génétiques au Vietnam. Attention toutefois, ne vous contentez pas de lire cet unique décret car il y a des dispositifs de la loi sur la biodiversité de 2008 qui sont en application mais qui ne sont pas dans le décret. C'est le cas des conditions d'accès au savoir traditionnel. Le décret ne considère que la question de l'accès aux ressources génétiques proprement parlée. Il ne traite pas du tout de la question de l'accès au savoir traditionnel associé à ces ressources, qui est à ce jour en cours de rédaction auprès de l'Agence de conservation de la biodiversité du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement. Une autre raison de vous rappeler Nagoya dans cette introduction est de revenir très vite sur son article 8 car il concerne directement les chercheurs du public. Cet article introduit 3 idées. L'accès aux ressources doit être facilité pour la recherche non commerciale. Deuxièmement, les pays doivent tenir compte des situations sanitaires d'urgence, type épidémie, épizootie. Et troisièmement, ils doivent prendre en compte la particularité des ressources génétiques agricoles. Dans ces 3 situations, il est recommandé aux parties de mettre en place en droit national des, je cite, mesures simplifiées d'accès aux ressources génétiques. En d'autres termes, des procédures qui permettent plus ou moins d'escamoter les consentements préalables informés et les accords de partage des avantages et donc toutes les longues et difficiles négociations que cela entraîne pour un chercheur. Dans le cas de situations sanitaires urgentes, on parle même de mesures expéditives d'accès rapide. Le droit communautaire et le droit français est le dernier point sur lequel je souhaite attirer votre attention dans cette introduction. La transcription du protocole de Nagoya à l'échelle de l'Union européenne et à l'échelle de la France est importante car elle exige des chercheurs qu'ils respectent les dispositifs APA des pays étrangers dans lesquels ils peuvent être amenés à faire des recherches. Il y a 3 textes à ne pas ignorer, à minima. La résolution européenne numéro 2012-2135 relative au développement de la propriété intellectuelle sur les ressources génétiques. Deuxième texte, le règlement européen numéro 511-2014 relatif au protocole de Nagoya. Et enfin, troisième texte, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Il faut être très attentif au dispositif du droit européen en tant qu'expatrié, car le principe de subsidiarité fait que l'Union européenne négocie les traités internationaux en matière d'environnement. De plus, le principe de primauté du droit européen, qui découle du partage des compétences entre l'Union et les États membres, fait que les dispositions européennes s'imposent aux ressortissants des États membres, quelles que soient les circonstances, arrêt du 15 juillet 1964 que je ne vais pas détailler. Retenir également que, par définition, un règlement européen s'applique directement en droit national à chaque État, ce qui veut dire que toutes les dispositions que l'on trouve dans le règlement européen sur les APA s'appliquent en France à tout utilisateur de ressources génétiques et de savoirs traditionnels sans nécessaire transcription en droit français. Alors, ayant dit cela, il faut aussi que vous compreniez que le droit européen ne diminue en rien la souveraineté des États sur leurs ressources génétiques dans leur territoire. C'est-à-dire qu'ils restent souverains à définir les règles qu'ils souhaitent mettre en place pour l'accès à leurs ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés de leur population. Alors, pour mieux comprendre, je dirais, en simplifiant un peu, qu'il y a une répartition assez simple entre compétences nationales et compétences européennes en matière d'APA. L'établissement des règles d'accès aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels ou locaux associés sur le territoire national relève des compétences nationales. En revanche, la surveillance du respect des règles nationales d'accès aux ressources génétiques et aux savoirs associés, c'est-à-dire ce que l'on va appeler la surveillance de la conformité, est une compétence européenne. Les États européens restent donc souverains pour déterminer les conditions d'accès à leurs ressources et à leurs savoirs pour les demandeurs extérieurs. Par contre, l'Union est compétente pour vérifier que les utilisateurs de la ressource et des savoirs traditionnels sur les territoires de l'Union ont bien acquis ces ressources en étant conformes aux règles nationales de chaque pays dans lesquels ils pouvaient être, c'est-à-dire au droit national des pays tiers, mais aussi au droit national de chaque pays de l'Union, d'où cette petite flèche réflexive de rétroaction sur ma carte. En somme, pour un chercheur expatrié ou en mission au Vietnam, ceci veut dire que la question de la conformité de l'accès, c'est-à-dire la question du respect des règles vietnamiennes d'accès aux ressources génétiques, ne dépend pas seulement de la capacité des États et des autorités nationales à surveiller la manière dont vous accédez aux ressources génétiques au Vietnam, mais qu'elle relève aussi du droit européen qui va vérifier que les recherches que vous menez sur des ressources génétiques du Vietnam ont bien été acquises en conformité avec les règles d'accès de ce pays. La grande avancée du protocole de Nagoya, c'est précisément ce point, l'engagement des pays des demandeurs d'accès à surveiller sur leur territoire la conformité de l'accès. Alors, comment cette surveillance de la conformité va-t-elle être faite exactement? Eh bien, les moyens mis en œuvre par l'Union européenne sont, vous allez le voir, assez puissants. Je passe rapidement sur la résolution car une résolution n'est pas contraignante et il faut donc aller voir comment elle est éventuellement transcrite en droit national. Mais sachez tout de même que cette résolution précise premièrement la notion de biopiraterie. C'est un point important car cette notion n'avait jusqu'ici aucune existence juridique. Elle était utilisée par les militants défenseurs des droits des populations locales, mais elle ne pouvait constituer juridiquement un délit. Deuxièmement, cette résolution rend les bioprospecteurs responsables du recueil du consentement préalable informé, des populations notamment ou des autorités. Et elle considère que l'absence de disposition APA dans un pays étranger ne dispense absolument pas le collecteur d'obtenir des autorités locales un consentement préalable informé et un accord de partage des avantages. Quatrième point, elle incite l'Union européenne à exiger du déposant d'un brevet le certificat de conformité de l'accès prévu dans le protocole de Nagoya. Le règlement européen 511/2014 s'applique par contre sans aucune restriction. Donc il est capital d'en connaître les principales dispositions et notamment celles qui exigent de l'utilisateur de ressources génétiques ou de savoirs traditionnels à l'intérieur de l'Union européenne de faire preuve de la diligence nécessaire afin de s'assurer que l'accès aux ressources génétiques ou aux connaissances traditionnelles associées qu'il utilise, s'est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires du pays dans lequel il se trouvait. Que faut-il entendre par faire preuve de diligence? Vous trouverez peut-être un peu bizarre qu'une notion aussi vague puisse être utilisée en droit. Eh bien, c'est sans compter sur le ressort du droit qui est tout à fait capable de donner un contenu juridique précis à ce type de notion.
Vous montrerez que vous avez été diligent si vous êtes capable de fournir le certificat de conformité internationale, CCI. Ce certificat est en fait le permis d'accès délivré par les autorités nationales compétentes une fois transmis au centre d'échange des APA de la Convention sur la diversité biologique. Je vous renvoie pour cela à l'article 6.3e du protocole de Nagoya. Ou à défaut de ce certificat de conformité internationale, vous devez fournir des documents pertinents concernant la date et le lieu d'accès, la description de la ressource, la source, les règlements APA du pays en question, le permis d'accès le cas échéant, le consentement préalable informé et le contrat de partage des avantages. L'article 4.4 précise encore que lorsque les informations dont vous disposez sont insuffisantes ou que vous avez des incertitudes relatives à la légalité de l'accès, eh bien, vous devez retourner à la charge pour obtenir un permis d'accès en bonne et due forme ou un document équivalent. Et si vous n'y parvenez vraiment pas, eh bien, le texte est on ne peut plus clair, vous cessez d'utiliser la ressource génétique en question. En somme, vous arrêtez vos recherches. L'article 7.1 précise encore que si vous bénéficiez d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, il faut que vous fassiez une déclaration attestant que vous avez fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4. Pour résumer cette introduction, je dirais qu'un chercheur européen au Vietnam doit avoir en tête que le respect du protocole de Nagoya relève de 3 sources de droit: le droit international, le droit vietnamien, mais aussi le droit communautaire et national. Ce dernier point me paraît tout à fait capital car l'une des grandes difficultés que vous allez rencontrer quand vous allez vouloir mettre en œuvre les dispositions du décret 59/2017 que nous allons analyser dans une prochaine vidéo, c'est que votre ou vos partenaires vont sans doute vous dire que le respect du droit vietnamien est de leur ressort, sans saisir que c'est aussi le vôtre, puisque le droit communautaire européen vous oblige à le respecter et qu'aucune recherche ne semble possible à l'avenir sans respecter scrupuleusement les règles du droit vietnamien en matière d'APA. L'un des enjeux de la coopération scientifique dans ce domaine va donc être de sensibiliser nos partenaires vietnamiens aux exigences du droit européen.